Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. Alors lorsqu'on se penche sur les chiffres qui concernent les femmes et la ménopause, il y a de quoi se dire qu'il est essentiel de faire une émission entière sur ce sujet. En effet, plus de 400 000 femmes par an sont touchées par la ménopause et il semblerait que 44% d'entre elles vont la vivre plutôt mal. Et puis alors, autre chiffre plus inquiétant, il n'y a en France même pas 20% de femmes qui bénéficient d'un traitement hormonal substitutif. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Jamin qui va être avec nous pendant ces 2 heures. Il est gynécologue mais également endocrinologue et il pourra aider les femmes à mieux vivre cet épisode de leur vie. Parce que en fait, soyons clairs, si on ne vit pas sa ménopause, ça signifie qu'on est morte avant cet âge-là, c'est-à-dire avant une cinquantaine d'années. Et c'était en effet le cas au siècle précédent, puisque les femmes souvent mouraient bien avant. Alors, on va aborder évidemment tout particulièrement la sexualité qui, sachez-le, est tout à fait possible même après la ménopause, si la femme notamment a une bonne sexualité avant. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. J'invite également les hommes à témoigner pour nous dire si une femme de plus de 50 ans reste désirable pour eux ou si, voilà. Parce que c'est vrai que la question peut se poser. On sait qu'il y a de plus en plus de difficultés pour les femmes après 50, 60 ans de trouver un compagnon, ce qui n'est pas tellement le cas pour les hommes. Notre numéro, c'est le 0826 300 300. Donc je vous invite à venir témoigner. Et puis, Christian Jamin, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant d'aborder la question de la ménopause, je crois que vous voulez réagir parce qu'il y a une petite information qui a fuité sur les chaînes d'infos, comme quoi les médicaments à base de progestatifs pouvaient provoquer des tumeurs au cerveau, des méningiomes. Alors, vrai ou faux? Alors, bon, d'abord, je trouve absolument incroyable, il n'y a pas d'autre mot, que ce type d'information aussi explosif, parce que ça touche la ménopause, mais ça touche aussi beaucoup l'endométriose, qui est une cause nationale, fuite dans les médias sans que les experts aient pu lire les articles, les conclusions, les calculs. Donc on marche sur la tête. Il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que... ça c'est la course à celui qui donnera le premier l'info, donc du coup on vérifie même pas sérieusement et on envoie le scud comme ça. Alors moi j'avais lu il y a 48 heures un petit entrefilet disant qu'il y avait des études actuelles et que évidemment les chiffres n'étaient pas encore disponibles parce qu'il faut qu'ils soient analysés par les experts avec le fameux rapport bénéfice-risque. Bien Donc sûr. en gros, si on retire le traitement de l'endométriose, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On opère tout le monde avec les accidents opératoires. Enfin, on est devenu cinglé. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, pour l'instant, prudence, quoi. Ça veut dire qu'il faut que soyons calmes. Il n'y a pas de médicaments sans risque. L'aspirine, le paracétamol. Mais par ailleurs, quel bénéfice? Et donc, reprenons les choses. Vous voulez dire que l'aspirine provoque des hémorragies accidents digestives exceptionnellement, mais c'est un grand médicament qui a plusieurs décennies. Qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Exactement, et le paracétamol, c'est pareil. Donc, voyons les chiffres, analysons-les, donnons ces chiffres-là à ce qu'on appelle le MEA, c'est-à-dire le Centre européen d'évaluation des médicaments, avant de semer la panique dans les populations. Je suis stupéfait. C'est votre coup de gueule. En tout cas, Christian Jamin, on le sait, notamment avec les traitements hormonosubstitutifs, ça s'est passé à peu près de la même manière. On a, d'après une étude américaine qui n'avait rien à voir avec la France, on a fait croire aux femmes que c'était très dangereux de prendre des traitements hormonosubstitutifs. Résultat des courses aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui en prennent. Et parce qu'il y a toujours cette peur qui a été diffusée il y a déjà une vingtaine d'années. Oui, alors je suis d'autant plus impliqué dans cette histoire, c'est que je suis allé croiser le fer avec les Américains depuis 30 ans
pour leur expliquer que leurs traitements ne sont pas bons. Ils ne nous croyaient pas. Et maintenant, on a mis tout le monde dans le même panier. Alors, c'est quand même fou. Et puis après, j'expliquerai pourquoi les études françaises ne sont pas les mêmes que les études américaines, mais c'est toute une histoire d'argent. Alors, je veux pas être complotiste, mais il faut quand même qu'on comprenne pourquoi. Et donc, dans l'état actuel de nos connaissances, et un article récent qui a été publié par les Anglais, qu'on ne peut pas qualifier quand même de nos grands amis sur le plan de la compétition, disent que le traitement hormonal à la française n'augmente pas le risque de cancer du sein. Et aujourd'hui, tout le monde est persuadé du contraire, parce qu'on a fait un barouf énorme à la suite de cette étude américaine qui s'appelle WHI. Donc, c'est compliqué, la vulgarisation, et je pense qu'il faudrait essayer d'y mettre un peu d'ordre pour éviter de faire peur aux femmes qui en sont les premières victimes. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les avantages des traitements hormonosubstitutifs? Quels sont les inconvénients? Quel est le bénéfice-risque finalement de prendre un traitement? Alors, le bénéfice, bon, toutes les femmes qui ont eu la ménopause, qui sont ménopausées, savent qu'à peu près 30% vivent un enfer, 30% ça passe comme une lettre à la poste, et à peu près 40% sont gênés, parfois très gênés. Bon. J'ai vu ce chiffre, 44% de femmes qui vont mal traverser cette période, c'est fait beaucoup quand même. C'est pas assez, c'est plus que ça. Bon. Donc là, le traitement hormonal de la ménopause est souverain. C'est-à-dire que quand il est bien fait, il est sans risque à la française, sans inconvénient, sans risque cardiovasculaire, sans risque de cancer. Donc déjà, on a ce qu'on appelle le bénéfice court terme. Et puis, pendant très longtemps, on a utilisé ces traitements-là comme un petit peu comme des traitements de jouvence, peut-être avec excès. On est sûr d'une chose, c'est que ça protège de l'ostéoporose. 50% des femmes auront des fractures spontanées après la cinquantaine. Donc c'est pas n'importe quoi. Et sans traitement, mais avec traitement. Sans traitement. Et avec traitement, il y a une diminution importante. Et puis, on sait aussi que, au plan cardiovasculaire, quand ce traitement est donné immédiatement après la ménopause, il protège, ou en tout cas, il retarde le risque cardiovasculaire, ce qui n'était pas la même chose que le traitement américain, qui a été, dans l'étude américaine, donné à des femmes qui étaient ménopausées depuis 15 ans quand on l'a commencé, avec des traitements qu'on n'utilise pas en France. Donc, il y a un amalgame entre les... Alors, les avantages sont indéniables, à condition d'être bien maîtrisé, bien soigné, pas donné à n'importe qui et avec les bons traitements. Et puis, il y a ce mélange international de tout se vaut, tout est pareil, tout est méchant, tout est mal, tout est... Enfin, voilà. Donc, le traitement de la ménopause, quand on en a besoin, et qu'il est bien donné, est un grand progrès pour le bien-être des femmes. Et on parle dans cette émission, comme vous le savez, beaucoup de sexualité. Un des inconvénients de la ménopause, c'est souvent une sécheresse vaginale, c'est souvent un rétrécissement quelque part aussi du vagin. Les traitements facilitent la sexualité ou Alors, les traitements hormonaux, d'une manière générale, favorisent la sexualité. Mais là, les traitements locaux, c'est-à-dire les œstrogènes locaux sous forme d'ovules, font aussi bien que les traitements généraux. Donc, j'allais dire, la qualité du rapport sexuel, on a la même avec un traitement local qu'avec un traitement général. Autre question, est-ce que le traitement hormonal améliore ou maintient la libido, le désir. Alors là, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que si vous faites l'amour avec du papier de verre, c'est sûr que ça fait pas de bien et que vous n'avez pas envie de recommencer, donc ça diminue la libido. C'est une évidence. Alors, est-ce que le progrès observé pour la libido par les traitements hormonaux est un progrès lié au bien-être ou un progrès intrinsèque, c'est-à-dire le maintien de la libido?
pour moi, c'est plutôt la première réponse, c'est-à-dire que pour avoir une bonne libido, il faut que ça donne du plaisir, et pour que ça donne du plaisir, il faut pas que le vagin soit sec et douloureux. Mais en même temps, enfin, c'est ce qu'on remarque, hein, c'est que les femmes qui ont une bonne sexualité avant la ménopause, en général, vont la garder. Celles qui avaient déjà pas une très bonne sexualité, elles vont profiter de la ménopause pour dire stop. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Complètement, c'est-à-dire que la sexualité a très peu de rapport avec les hormones, aussi bizarre que ça puisse paraître. On n'a jamais mis en évidence réellement de lien entre les taux hormonaux et le niveau de la qualité de la sexualité. Mais heureusement, revanche, ce serait trop simple. Ce serait trop simple, ouais. Mais en revanche, on sait qu'après la ménopause, la disparition des hormones rend la sexualité douloureuse et difficile, à la fois pour l'homme qui se fait un peu de mal, et puis surtout pour la femme qui, elle, s'en fait beaucoup. Et donc on confond un peu le bien-être et la libido, ce qui n'est pas la même chose. Et puis il y a un autre élément, et c'est pour ça que j'invite aussi les hommes à témoigner. Beaucoup de femmes, avec le vieillissement, ont l'impression que leur corps est moins bien, moins désirable. Pour peu qu'en plus elles soient quittées par un homme pour une femme plus jeune, ça joue aussi beaucoup sur le désir et la libido, ça. Ça, vous connaissez mon opinion là-dessus, c'est-à-dire que je pense que la baisse de la libido chez la femme, avec le temps, est plus liée à son autodépréciation qu'à sa réelle dépréciation. Et on peut très bien encore être extrêmement séduisante et on peut très bien inspirer l'amour, quel que soit l'âge, pour peu qu'on ait une belle image de soi-même et qu'on ait surtout envie d'être en harmonie avec son partenaire. Oui, mais en même temps, les chiffres sont là, hein. Il y a beaucoup plus de femmes qui se retrouvent seules, arrivées à 50, 60, 70 ans, que d'hommes. Hein. Donc, oui, mais alors, où est la poule, où est l'œuf, si je puis me permettre? C'est-à-dire que c'est le cas de le dire. Cherchons le coq. Alors, cherchons le coq. Qui nous appelle, où est la poule, où est l'œuf? C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise image de vous-même, eh bien, vous êtes moins séductrice. Et si vous êtes moins séductrice, eh bien, vous attirez moins les papillons. Bon. En tout cas, on vous donne la parole, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous avez des questions à poser, Christian Jamin va pouvoir vous répondre. Et puis, on va donner la parole à Sylvie, qui est ménopausée depuis 2 ans, je crois, dans un instant. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La ménopause, on en parle avec Christian Jamin, gynécologue, qui est avec nous jusqu'à 16h. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Janin. Bonjour. Alors vous êtes ménopausée depuis 2 ans, hein, et vous avez une ménopause assez difficile, je crois, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je dirais qu'au départ, j'appréhendais pas du tout la ménopause. Hein. Puis ça s'est fait naturellement. Je n'ai rien pris, si ce n'est que des produits naturels. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que au niveau des rapports, ça c'est compliqué, puisque j'ai eu une perte de libido. Des douleurs lors de la pénétration. Donc, douleurs avant la perte ou enfin, c'est encore une fois l'histoire de la poule et de l'œuf, mais vous avez eu des douleurs d'abord et ensuite moins envie de faire l'amour, ou vous aviez plus très envie de faire l'amour et vous avez eu des douleurs? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Alors, comment dirais-je, le fait d'avoir eu cette douleur lors des rapports m'a bloqué, et du coup, plus d'envie. Plus d'envie par peur, et voilà quoi. Donc la peur d'avoir mal, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc ce qui est compliqué, parce que j'avais quand même une sexualité plus qu'épanouie avant tout ça, quoi. Et j'avoue que dans mon couple, ça a généré un éloignement, je dirais, voilà.
Donc dans le cas de Sylvie, on peut imaginer peut-être des produits locaux, non Enfin, en même temps, il y a les bouffées de chaleur. Ce que ressent Sylvie, si elle ressent des bouffées de chaleur qui lui fait passer des mauvaises nuits, un traitement par voie générale, s'il n'y a pas de contre-indication, paraît plus indiqué, sachant qu'on peut associer les deux. C'est-à-dire qu'on peut trouver la dose minimum qui fait disparaître les bouffées de chaleur, et si ça ne suffit pas, on peut rajouter des ovules localement. Alors les bouffées de chaleur, je dirais, ont été intenses avant la ménopause. Maintenant, j'en ai quelques-unes, mais beaucoup moins rares, beaucoup moins. C'est plus rare, je dirais, voilà. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus, en fait. C'est pas les bouffées de chaleur. C'est la douleur. Et vous avez envie de retrouver une sexualité harmonieuse, je suppose. Hein. Tout à fait, voilà. Je voudrais vraiment le remède miracle parce que même avec des lubrifiants, j'ai eu quand même des douleurs. Alors, il y a quasiment pas de contre-indication à l'utilisation des traitements locaux, d'ailleurs hormonaux ou non hormonaux, mais ce qui compte c'est de favoriser la lubrification. Et puis c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins on fait l'amour, moins le vagin sécrète d'acide hyaluronique et d'hydratation. Alors que la vie sexuelle favorise le maintien de la santé vaginale, si je puis dire. Donc, quand on arrête, on a la double peine. On n'a plus d'hormones et on n'a plus de rapport. Je m'en suis rendu compte pour la bonne raison, avoir eu des rapports en une semaine, deux, trois fois. Ben, je dirais les dernières fois, c'était moins douloureux. Voilà, ça c'est. Mais c'est vrai que après. Le fait de ces douleurs qui malgré tout. Non mais Sylvie, soyons clairs. La relation sexuelle, s'il y a douleur, il y a problème. Je crois que c'est vraiment quelque chose. Quelle que soit la douleur d'ailleurs. Hein. Je crois que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que toutes les femmes entendent et que les hommes évidemment entendent. On peut pas continuer à avoir envie de faire l'amour si ça fait mal. Enfin je veux dire, ou alors il faut être très très maso. Donc il y a vraiment quelque chose. Il faut donc vraiment que vous entendiez ça. Alors je crois que en effet des traitements locaux ça me paraît bien. Et puis je pense que parallèlement il faut peut-être vous aussi que vous puissiez vous préparer avant un rapport pour que justement il faut peut-être un peu plus de préparation en amont aussi pour que la pénétration ne soit pas douloureuse. Il faut entretenir la vie sexuelle. Alors, tout le monde ne peut pas l'entretenir pour des raisons de célibat, pour des raisons de difficulté du partenaire. D'où les jouets, sexuels avec pénétration, c'est-à-dire pas juste la masturbation avec clitoridienne, mais l'utilisation des jouets sexuels est tout à fait nécessaire à l'entretien d'une qualité vaginale qui permet de reprendre une vie sexuelle au moment où ça devient possible. Et vous voyez, dans votre cas, Sylvie, moi je vous conseillerais presque d'acheter un petit jouet qui soit d'une taille inférieure à la verge, au diamètre de la verge de votre mari, de manière à ce que vous puissiez vous entraîner pour que quand il vous pénètre, il y a déjà, si je puis dire, la place est ouverte. Vous voyez ? Oui. C'est compliqué. Enfin, ça paraît compliqué parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire et pas l'habitude d'entendre, mais si vous avez envie de retrouver une sexualité, donnez-vous les moyens. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai. Et puis vous allez vous donner les moyens. Ça fait pas longtemps que vous êtes ménopausée. Vous allez retrouver une harmonie sexuelle et vous serez très heureuse. Vous avez 50 ans, vous avez peut-être encore 40 ans à vivre. Vous n'allez pas faire l'impasse sur votre sexualité parce que il y a eu des petits soucis qui sont tout à fait gérables. Comprenez ? Oui, parce que c'est vraiment dommage parce que du coup, j'ai un mari qui est quand même assez demandeur et jusqu'à présent, on n'avait jamais eu, jusqu'à 2 ans, on n'a jamais eu de soucis. Mais justement, on va revenir aussi sur ce que l'homme peut faire dans ces cas-là, parce que c'est aussi une information qu'il faut passer aux hommes. Restez avec nous, Sylvie, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christian Jamin, gynécologue, on retrouve Sylvie et je crois d'abord, Christian Jamin, qu'il faudrait revenir sur quelque chose d'essentiel et que peut-être on ne
transmet pas assez aux femmes et aux hommes, c'est que la sexualité d'une femme, elle va varier au fil de sa vie, entre le moment où elle est jeune femme, le moment où elle va avoir eu des enfants, le moment où elle va être dans son épanouissement de sa féminité aux alentours de 35-40 ans, et ensuite avec la ménopause. Et je crois que c'est important que chaque femme comprenne où elle en est dans sa sexualité, parce que c'est pas tout à fait, c'est peut-être moins le cas pour les hommes. Les hommes ont, je dis pas qu'ils n'ont pas aussi une évolution de leur sexualité, mais c'est quand même très important de rappeler qu'il y a des étapes dans la sexualité féminine. Il y a des étapes, j'allais dire, avec la disparition de la demande. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les femmes jeunes sont demandeuses de vie sexuelle, pour des raisons dont on pourra reparler, mais qui ne sont pas le sujet du jour, et qu'avec l'âge, eh bien, la femme ne demande pas. Mais quand elle a un rapport sexuel, et pour peu qu'elle ait une bonne qualité locale, elle y trouve beaucoup de plaisir. Et donc, je vois énormément de femmes qui me disent « je n'ai plus de libido », parce qu'elles confondent la libido et le désir. Et le désir. Et alors que finalement, s'il y a rapport sexuel, et orgasme, il y a plaisir. Et s'il y a plaisir, il y aura demande. Et donc, c'est ce cercle vicieux que l'absence de demande crée l'absence de rapport, alors que ça n'est pas ça. C'est-à-dire que il faut participer à l'entretien de la sexualité du couple, et là, on continue à prendre du plaisir. Alors Sylvie, il y a une phrase que vous avez dite et qui me fait toujours un petit peu, je ne vais pas dire bondir, mais qui me fait quand même avoir envie de réagir. Vous avez dit « mon mari est très demandeur ». Et ça fait partie des phrases qui aujourd'hui sont importantes à bien analyser. Est-ce que vous aussi, vous étiez, puisque j'ai bien compris que en ce moment c'est compliqué, est-ce que vous aussi vous étiez demandeuse, ou est-ce que vous répondiez à la demande de votre compagnon ? J'étais demandeuse aussi. Bon, alors tout va bien. Il n'y a pas de souci. Et donc, si vous étiez vous aussi demandeuse, il n'y a aucune raison que vous ne retrouviez pas ce plaisir sexuel qui vous épanouit, mais ça demande un peu d'organisation de votre part. Et je voudrais rappeler aussi une chose, c'est pas votre cas parce que vous avez plus de 50 ans, Sylvie, mais de plus en plus de jeunes femmes aujourd'hui n'hésitent pas à introduire des jouets dans leurs relations sexuelles avec les jeunes hommes, parce que si l'homme n'est pas tout à fait adroit, ou s'il la connaît pas bien, qu'il n'a pas réussi à la faire jouir lors des préliminaires, elles se servent de leurs jouets et elles n'hésitent pas, parce que ça fait partie des outils de la sexualité, et c'est très bien comme ça. Donc vous voyez, n'hésitez pas à en parler avec votre mari et dire écoute, comme quand on est très très vieux, on prend une canne pour marcher, quand on est à une sexualité qui a besoin d'une aide, et on la prend aussi, vous voyez. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que, comme disait Monsieur Jamin, je dois confondre le désir et la libido, parce que j'ai envie, je désire mon mari, mais c'est en fait, j'ai le désir, mais c'est la peur, quoi. Ben oui, mais voilà. C'est normal. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut lutter contre... La première chose à faire, c'est de rendre la qualité du rapport. Et puis, après, c'est de revenir et que cette qualité de rapport apportant du plaisir, elle rapportera du désir. D'accord. Donc, je dois donc me préparer avant, c'est ça. Voilà, l'ordonnance, elle est là. Voilà. Vous prenez peut-être des traitements locaux. Au minimum, un traitement local. Et puis, après, il faut savoir que la fonction crée l'organe, comme on dit. C'est que plus vous aurez de rapports, meilleur ce sera. Et plus vous vous préparerez, ne vous laissez pénétrer que quand vous vous sentez prête, vraiment. C'est-à-dire suffisamment lubrifiée et suffisamment ouverte. Il faut quand même se rappeler que le vagin, quand on est sans relation sexuelle, il n'est pas ouvert. Donc il s'ouvre grâce à l'excitation, grâce à la manipulation. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer. Voilà.
Et le vagin, en fait, c'est un organe qui répond à la tension. C'est-à-dire que c'est pas le frottement qui donne du plaisir, c'est la dilatation du vagin qui met en tension ce qu'on appelle les fibres collagènes, qui font sécréter par des cellules qui s'appellent des fibroblastes de l'humidité et qui donnent donc un rapport agréable. Donc, pour avoir des rapports, il faut qu'il y ait pénétration parce qu'il faut qu'il y ait mise en tension du vagin et c'est pas juste le frottement du va-et-vient qui apporte le plaisir. Voilà, et c'est parfois juste quelques doigts qui vont permettre de commencer à ouvrir, et puis après peut-être un petit jouet, et puis après un pénis. Voilà, vous voyez, c'est. Oui. Très bien, on va mettre tout cela en pratique alors. Je suis sûre que vous allez y arriver, Sylvie. Merci beaucoup. Je vous en prie, on est là pour ça. On continue avec notre Sexy News. Avec un peu de retard, nous retrouvons Flore Chéry. Vous allez nous parler du chemsex, je crois. Hein. Bonjour Flore. Oui, bonjour, oui, tout à fait. Oui, on entend beaucoup parler, il y a l'affaire Palmade en ce moment et c'est difficile de passer à côté. Et à cette occasion de l'affaire Palmade, une partie de la France a aussi découvert un nouveau mot, le chemsex, la contraction de chemical, qui veut dire produit chimique en anglais, et de sexe. Donc littéralement, chemsex, ça veut dire sexe ou drogue. Des drogues plutôt addictives, qui ça n'a rien à voir avec la petite coupette de champagne ou un joint avant de passer à la casserole. Le chemsex, on l'appelle aussi le Party and Play, PNP, aux États-Unis, une tendance assez récente. C'est dans les années 2010 qu'elle se développe, principalement dans le milieu gay, et ce grâce à deux facteurs: le développement des applications de ce qu'on appelle le casual dating ou le casual sex, comme Grindr, mais aussi l'arrivée des catinones, ces drogues très bon marché que l'on peut se faire livrer assez facilement chez soi et qui augmentent drastiquement la libido. Si la pratique était latente, elle a connu un vrai essor avec la pandémie mondiale et les différents confinements, à tel point qu'un rapport chemsex a été remis au ministre de la Santé en mars 2022, un an un peu avant l'affaire Palmade, car il s'agit depuis quelques années d'un réel problème de santé publique. Dedans, il serait fait état de l'ampleur du phénomène. Alors, c'est très difficile à évaluer précisément, mais globalement, il y a un rapport de l'Observatoire français des drogues et des comportements addictifs qui a été assez précis et qui chiffre entre 25 à 30% d'utilisateurs gays d'applications de rencontres auraient déjà participé à du chemsex dans les 12 derniers mois. Donc ça fait grosso modo 100-200 000 personnes qui seraient concernées. Et ce qui est fou avec le chemsex, c'est que, on l'a vu avec l'affaire Palmade, ça touche tous les âges, ça touche toutes les générations. On peut commencer le chemsex à 60 ans ou à 18 ans. C'est un phénomène vraiment transgénérationnel, avec donc les effets négatifs que cela peut engendrer, l'addiction, l'overdose ou les comportements à risque. Aujourd'hui, les médecins et les associations alertent sur le fait qu'il existe peu de structures qui soient vraiment adaptées à ces problématiques émergentes. Il y a encore tout un chantier sur la prévention, la réduction des risques et l'orientation vers des soins, si c'est à la demande, en tout cas, de l'usager. Oui, alors on a fait une émission sur ce sujet-là il y a déjà, je crois qu'il y a bien 3-4 mois sur le chemsex. Vous avez envie de réagir, Christian Jamin? Non, je vous écoute. Je connais peu ou pas. Oui, et c'est vrai que ce qui est dangereux surtout, c'est que parfois la personne en prend sans trop être conscient de ce qu'il prend, et c'est pour ça que l'information auprès des ados notamment serait indispensable. Mais là encore, on voit toute la difficulté de transmettre les bonnes informations. Voilà, donc c'est bien que dans cette émission... Vous avez raison, c'est souvent coupé aussi avec, ce qu'on disait, ça peut être coupé aussi avec du GHB. Et c'est vrai qu'il y a des mélanges qui circulent en soirée où les gens consomment sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, et c'est un réel problème. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le consommaient au départ à titre récréatif, qui arrivaient parfaitement à le cadrer et qui finalement, parfois, consomment juste de la drogue sans sexe derrière, et c'est là où vraiment il y a un marqueur clair et net sur l'addiction. Si on commence à faire du chemsex sans sexe, c'est qu'il y a un problème d'addiction derrière. Exactement, qui est en nette augmentation, l'addiction, toutes les addictions d'ailleurs. Comme on parlait hier de l'anxiété, les gens sont plus anxieux, plus à même de prendre des produits qui leur font croire que ça va aller mieux, et évidemment le chemsex, c'est important d'en parler. Merci Flore Chéry en tout cas de cette information. Je rappelle qu'on peut vous retrouver bien sûr sur union.fr. On va faire une petite pause et puis on va revenir avec Delphine sur le sujet du jour.
cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue, pour mieux comprendre comment on peut aider les femmes à bien vivre leur ménopause, puisque de toute façon on n'y échappera pas, ou alors c'est qu'on est morte. Tant qu'à faire, autant être ménopausée, c'est quand même le message positif, n'est-ce pas Delphine? Bonjour. Oui, il y a des points positifs et beaucoup de points négatifs dans la ménopause. Bonjour Brigitte, bonjour au docteur. Bonjour. Alors, vous êtes ménopausée depuis combien de temps, Delphine? J'ai 51 ans depuis l'âge de 47 ans. D'accord. Donc, depuis, bouffée de chaleur, prise de poids, saute d'humeur. Quelquefois, j'ai envie de pleurer. Je suis très sensible. Mais voilà, quoi. Alors là aussi, on voit, chaque cas est différent. Les sautes d'humeur, ça dépend des femmes. On peut pas, il n'y a pas de généralité, quoi. Oui, alors il y a beaucoup de. Actuellement, on en parle un peu plus. C'est assez nouveau. C'est humeur et ménopause. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'était beaucoup attaché aux conséquences somatiques, c'est-à-dire du corps, sur la ménopause, avec effectivement les bouffées de chaleur, les insomnies, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, les troubles génitaux urinaires, etc., etc. Et puis, depuis quelque temps, on s'intéresse de plus en plus à la fluctuation de l'humeur en fonction des hormones. Et la ménopause est, là encore, c'est difficile de savoir où est la poule, où est l'œuf, parce que l'image de la ménopause est en elle-même assez mal vécue. Et donc, est-ce qu'on est malheureux parce qu'on a l'idée d'être ménopausé, ou est-ce qu'on est malheureux parce qu'on est ménopausé? Et il y a beaucoup de discussions sur ce sujet. Personnellement, c'est difficile quand on réalise qu'on est vraiment ménopausé, parce que ça se fait par plusieurs étapes. Là, on se dit, on peut plus avoir d'enfants. Notre côté femme, il prend un coup. La peau, je trouve, elle change. Moi, j'ai quand même pris énormément de poids. L'aspect physique, on vieillit. Donc là, on n'est plus. Quand on est une jeune femme de 35 ans, 40 ans, je trouve qu'on a. Voilà, on a une image, on est plein de force Delphine, en nous. Les hommes aussi vieillissent. C'est pas la ménopause qui fait qu'on vieillit, c'est les années qui passent. Oui, mais je pense que pour nous, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais parce que je crois que ce mot a encore une connotation très négative. Et je voudrais rappeler comment en Chine on l'appelle le second printemps. Et je crois, oui, mais c'est quand même plus sympathique comme nom, hein. On est d'accord. Ouais. Et je crois que c'est ça aussi qui quelque part déjà. Vous savez, moi je crois à la puissance des mots. Et il y a des mots qui sont, il y a des mots qui ont un effet nocebo, et il y a des mots qui ont un effet placebo. Et la ménopause a un effet nocebo, c'est-à-dire négatif déjà dans la tête. On nous prépare pas, docteur. Vous voyez, moi, un petit reproche, c'est que en tant que femme, appelez-le Christian, il sera content. Christian. Écoutez, moi, on m'a pas préparé. Ma maman, à part me dire oui, que quand tu vas voir la ménopause, des bouffées de chaleur, moi, je dors avec des packs de glaçons. Voilà, tout était négatif. Moi, maintenant ménopausée, j'ai des copines qui le sont pas encore. Je leur dis il n'y a pas que des négatifs. Moi, c'est super. Je suis plus réglée. Déjà ça. J'ai plus. Ça c'est pour moi c'est génial de plus être indisposée, de plus. C'est-à-dire, ça va être les règles. Je vais avoir mal au ventre pendant une semaine. On est bloqué. Il y a une libération. Voilà. Dans la ménopause aussi, il y a une libération. Puis on a notre expérience, le vécu. Voilà, comme vous dites, c'est un nouveau printemps. Donc il faut, pour moi, personnellement, je pense qu'il faut se dire c'est une nouvelle vie. Exactement. Alors c'est très intéressant. Là, je buvais du petit lait en vous écoutant, parce que la ménopause, c'est aussi, à la louche, la moyenne de l'âge de la ménopause en France, c'est 50 ans et demi, et il est naturel d'être ménopausé entre 40 et 58 ans. Donc c'est assez large. En gros, disons que la ménopause, c'est 50 ans. 50 ans, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que il y a la dégradation de l'image, il y a la disparition de la capacité d'enfanter.
qui a commencé bien avant, mais que là, elle est matérialisée. Et puis, il y a les parents qui vieillissent, il y a le boulot qui devient difficile, il y a le couple qui souvent bat de l'aile, etc. Donc, avoir 50 les enfants ans, qui quittent le nid. et les enfants qui quittent le nid, et puis qui se mangent le nez avec les parents, parfois. Bon, bref, 50 ans, c'est très compliqué. Et donc, il y a une espèce de mélange entre ménopause et cinquantaine qui fait que on met beaucoup sur le dos de la ménopause un certain nombre de choses. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez pris du poids. C'est pas la ménopause qui vous a fait prendre du poids, c'est l'âge. Parce que avec l'âge, il y a la baisse de la quantité de muscles qui consomment l'énergie qu'on mange. Mais donc, il n'y a pas de cassure de la courbe de poids au moment de la ménopause. Il y a juste une augmentation exponentielle du poids qui a commencé à 30 ans. Donc bref, on met sur le dos de cette pauvre ménopause tous les malheurs de la cinquantaine. Et alors, Brigitte, vous avez raison, vous avez dit, ouais, mais les hommes aussi. Alors, l'image de l'homme de la cinquantaine est moins négative que l'image de la femme de la cinquantaine. Enfin, vous grossissez aussi, vous devenez chauve, vous bandez moins. Excusez-moi. Mais vous grossissez, nous, on devient confortable. C'est ça, Exactement. Mais c'est ça qu'on dit. Exactement. Donc, un homme, on dit toujours, il bonifie en vieillissant. Voilà, une femme, on ne parle pas comme ça. Il y a un machisme sous-jacent dans l'image différente de l'homme de 50 ans et de la femme de 50 ans. Et par ailleurs, il y a aussi que une femme vit heureuse dans la séduction et que, en vieillissant, elle a l'impression de perdre une bonne partie de sa séduction, et ça ne fait qu'aggraver l'image négative qu'elle a d'elle-même et qu'elle projette sur les autres et la société. Donc, c'est compliqué d'avoir 50 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir 50 ans pour une femme, mais en fait, c'est souvent à tort. Voilà. Mais je crois, Delphine, ce qui est important, c'est de se poser la bonne question. C'est pour ça que j'aime bien l'image du second printemps. Il reste encore de belles années devant vous. Quelle femme vous avez envie d'être? Qu'est-ce qui va être important pour vous? Bon, vous avez pris du poids peut-être parce qu'en effet vous mangez la même chose, mais comme vous avez une masse musculaire plus faible, vous dépensez moins de calories, donc vous grossissez. Est-ce que vous acceptez votre poids ou est-ce que vous décidez que vous allez perdre quelques kilos? Enfin, vous voyez, c'est ces vraies questions. Moi, je pense que c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là, de se dire bon, ok. C'est un cap à passer et qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai plus envie? Comment je m'organise? Vous êtes, ça se passe bien avec votre mari? Alors écoutez, c'est marrant parce que tout ce que Christian a dit et vous, ce que vous venez de dire, c'est le cap, voilà. Et là, je passe le cap. C'est-à-dire de 50 ans à 51 ans, j'ai eu une période où oui, ma prise de poids, ça m'a énormément complexée. Donc là, j'ai pris une décision avec mon mari, on va se prendre en main au niveau du poids. Donc on fait un rééquilibrage alimentaire ensemble. Très bien. Après, de voir son image, parce que j'ai vraiment de taille 38, je suis passée à taille 42. Donc c'est difficile. Puis de s'aimer avec les formes, parce que j'ai attrapé une énorme poitrine. Alors il y a des hommes qui aiment ça, moi mon mari c'est pas son kiff quoi. Donc voilà, il faut jongler avec ça. Après la baisse de la libido, parce que j'ai eu une période où même encore à l'heure actuelle, mon mari avait, c'était peut-être lui aussi, je pense qu'il y avait une baisse de libido, il a 60 ans. Donc moi en tant que femme, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que c'est moi qui lui donne plus envie? Peut-être qu'il m'aime plus parce que j'ai pris trop de poids. Je me posais énormément de questions. Et puis de voir d'autres femmes qui sont toujours aussi séduisantes, on se pose beaucoup de questions, qui sont plus jeunes que nous, que l'homme regarde aussi. Puis en fin de compte, moi j'ai des hommes qui m'ont regardé à mes 50 ans avec ma forte poitrine et qui, voilà, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Mon mari l'a vu aussi, donc ça mettait un peu de punch dans notre couple. Et puis on en a parlé, on parle énormément. En fait, lui aussi avait une baisse de libido, moi aussi, donc ce n'était pas que lui ou que moi. Et j'en ai même parlé à mes parents, parce que mes parents, on est très ouverts. Mon papa, il a 75 ans, et nous, dans la famille, mon père, quand j'ai connu mon époux, il lui avait dit, avec ma fille, si tu veux que ton couple il marche, le sexe, c'est plus de 80% du ménage. Hein. Attention. Hein. Donc c'était rigolo, mais il a pas tort. Ça faisait partie de notre histoire. On s'est connus, on a eu une vie une histoire avec une vie sexuelle très très intense, quoi. Et puis d'un seul coup, le calme plat. Donc c'était difficile pour moi d'accepter ça.
Donc on en a parlé, j'en ai parlé à mes parents. Moi, ma maman, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, tu sais, ton père, il a 75 ans, on fait toujours l'amour, mais il prend un petit peu d'aide. Mais il dit, c'est plus tous les jours. Ah bon, ça va, vous me rassurer. Bah oui, non mais ça, c'est pas grave qu'il y ait une baisse de libido du moment qu'elle est encore là et que ça se passe bien. Alors j'adore, d'abord avec vous avez une petite pointe d'accent du Nord qui me rappelle ma famille. Donc vous êtes d'où? Vous nous appelez d'où? Alors, moi, je vous appelle, alors je triche, je vous appelle d'Avignon, parce que mon mari est du Sud, mais je suis native, je suis née à Roubaix, et j'ai vécu à Mouveau. J'avais deviné, bravo. Donc vous dites tout, c'est formidable, vous dites tout. Alors juste pour mettre quelques chiffres, la prise de poids d'une Française est de 12,5 kg. Entre 30 et 60 ans. Deuxièmement, la perte de masse musculaire est de 40%. Ceci explique cela. Et puis, quand on prend du poids après 50 ans, pour des questions hormonales un peu compliquées, eh bien, on met tout à la partie supérieure du corps. C'est-à-dire, les hommes prennent du ventre et les femmes prennent des seins. Et donc, sur les 12 kilos que vous avez pris, vous en mettez bien sur chaque sein. Donc, ça explique tout ce que vous venez de raconter. Donc, vous dites tout, c'est formidable. Et par ailleurs, vous avez beaucoup dit aussi l'image dépréciée de vous-même. Et ça, c'est probablement le plus important dans tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la baisse de votre libido, c'est que vous vous aimez moins vous-même. Et donc, comme vous vous aimez moins vous-même, eh bien, vous avez moins cet esprit conquérant vis-à-vis de la sexualité. Mais ce qui est bien, c'est qu'en effet, vous communiquez dans votre couple et que, a priori, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde tous les deux. Donc, je crois qu'il y a moyen de continuer à avoir une sexualité peut-être différente, un petit peu différente, mais qui soit harmonieuse. Et c'est ça qui est important. C'est des étapes. Et je pense qu'il fallait passer par là. Comme Christian le dit, je suis quelqu'un de très dans la séduction, je suis très charnelle, j'adore la sensualité, puis de voir mon corps se transformer, on perd confiance en soi, on se dit mais j'ai tant changé que ça, j'ai perdu, puis en fin de compte non, on doit s'adapter. Exactement. C'est mon grand. Je crois que c'est le mot qu'il faut vraiment répéter. Quoi qu'il se passe, de toute façon, la seule capacité qu'on a, c'est de s'adapter. Il faut pas se résigner, il faut pas être en révolte. Il faut s'adapter à ce qu'on traverse dans la vie, parce que la vie, c'est ça, c'est une succession d'adaptations. La conclusion, c'est une phrase de Bonaparte, à qui on demandait à qui voulez-vous ressembler. Il a répondu à moi en mieux. Merci beaucoup Delphine de ce témoignage. On va continuer après les infos, bien sûr. Ah bah tiens, voilà la devinette, elle va tout à fait correspondre à ce qu'on vient de dire. On va dire d'une femme qu'elle est un peu ronde, on va dire d'une femme un peu ronde qu'elle se laisse aller. Qu'est-ce qu'on va dire d'un homme un peu rond? La réponse, c'est après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Christian Jamin que nous évoquons la ménopause. On voit bien le côté très nocebo de la ménopause. Les femmes le disent. C'est comme s'il y avait comme ça une sorte de couperet, des tas de problèmes qui vont arriver. Une malédiction. Voilà, ça c'est encore la faute du patriarcat, Christian Jamin. Mais j'en étais sûr. Vous êtes d'accord? C'est votre faute, à vous les hommes. Bref, on va continuer à en parler avec Karen dans un instant. Et justement, ma devinette par rapport au témoignage de Delphine. Quand une femme devient un peu ronde, on va dire qu'elle se laisse aller. Et qu'est-ce qu'on va dire d'un homme qui devient un peu rond? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il devient confortable. C'est pas ça sûr pourrait que être ça. Ça pourrait être ça. Non, souvent on dit c'est un bon vivant. Oui, aussi. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que quand on dit d'une femme mûre, c'est un peu dévalorisant. Quand on parle d'un homme mûr, ça a un côté rassurant. Enfin bon, on pourrait en sortir beaucoup des comparaisons comme ça. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Franchement, il faut que ça change tout ça. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Donc vous n'êtes pas encore ménopausée, mais ça vous fait peur, Alors, j'ai eu un coup de cafard il y a 3 ans, parce que quand ma gynécologue, qui n'était pas très diplomate, m'a mis mon stérilet, m'a fait mon renouvellement de stérilet, elle m'a dit c'est le dernier que je vous mets. Et donc là, j'ai été un peu scotchée parce que j'avais pas du tout pensé à ça. Donc là, je me suis dit. Remarquez, ça vous permet de vous préparer. Oui.
c'est un peu violent sur l'instant. Et donc, alors moi j'ai eu la chance d'avoir des cycles féminins très faciles. J'ai rarement une douleur. Franchement, j'ai eu cette chance-là. Peut-être que le fait que je n'ai pas eu d'enfant est rentré en ligne de compte ou pas. Est-ce que ça aurait été pareil ou pas a posteriori sur tout au long de ma vie, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça a toujours été facile. Par contre, je me dis oui, c'est un cap. Comment ça va se passer après? Comment est-ce que je vais le vivre? Alors je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Pour l'instant, j'ai aucun symptôme. J'ai pas de bouffée de chaleur. J'ai pas particulièrement d'insomnie due à ça ou des choses comme ça. Donc je me dis, est-ce que ça va se passer de la même manière que ça s'est passé avant la phase d'après? J'en sais rien. Et c'est vrai que je m'interroge aussi forcément, comme ce qu'on a entendu, et notamment là le témoignage de Delphine avant, sur la partie forcément sexualité après, quoi. Alors oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont évitables. C'est-à-dire, ce qui est évitable, c'est il faut faire du sport, ou de l'exercice physique plutôt, il faut entretenir sa masse musculaire. Deuxièmement, il faut tout faire pour continuer à s'aimer, pour se faire aimer et à se respecter pour être respecté. Et donc, à partir de là, déjà, la ménopause est moins difficile. Et par ailleurs, il a été démontré, ça c'est démontré scientifiquement, que les femmes stressées ont beaucoup plus de bouffées de chaleur que les autres. Et les femmes des villes ont plus de bouffées de chaleur que les femmes des champs. Et donc ça a été aussi démontré. Donc il y a une grosse participation psychologique dans la ménopause, qui est largement entretenue par l'image dont on a déjà parlé. Donc raison de plus, Karen, pour vous dire que tout va bien se passer pour vous, puisque jusqu'à présent, vous avez accepté votre féminité, vos cycles menstruels, et donc il n'y a aucune raison que vous n'acceptiez pas votre ménopause. Et restez conquérante. Voilà. D'accord. Non mais c'est vrai, je crois que, encore une fois, on parle de l'effet de l'esprit sur le corps, ou du corps sur l'esprit, ça circule dans les deux sens. Et si on se dit, oh là là, je vais avoir des bouffées de chaleur, je vais avoir de la sécheresse vaginale, etc., on risque plus que le corps nous donne raison, quoi. Alors moi, ce sur quoi je m'interroge également, c'est aussi, alors je suis pas du tout médicaments, etc. Je suis beaucoup plus médecine douce, huiles essentielles, homéopathie, etc. Et je me dis, c'est vrai que il y a quand même pas mal de femmes qui prennent des hormones après la ménopause. Est-ce que pour l'instant, je me suis pas encore trop questionnée, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a des solutions autres? On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure d'ostéoporose. Enfin, je me dis ça, comment est-ce que je vais le gérer? Parce qu'il va bien falloir que oui, il y a le sport, il y a une alimentation saine, etc. Je me dis que ça rentre en ligne de compte pour bien vivre en général, et y compris cette période-là. Mais c'est plus cette partie-là, oui, perte de masse osseuse, etc. Et je me dis, bon, comment est-ce que je vais pouvoir le gérer? Je vais évidemment laisser répondre Christian Jamin. Je voudrais juste dire une chose. Moi, je suis pas très pro-médicaments. Je crois que vous le savez si vous écoutez régulièrement cette émission. Je suis plutôt pour qu'on se prenne en main d'abord. En revanche, vous auriez une jambe cassée qui vous ferait très mal, vous prendriez des antidouleurs? Oui. Bon, pourquoi pas prendre quelque chose pour vous aider à mieux traverser la ménopause, et puis justement éviter de vous casser une jambe si vous avez de l'ostéoporose. Vous voyez, je crois que c'est toujours pareil. Alors après, moi, je crois que c'est à chacune de se poser ces vraies questions. C'est au fond quel risque je prends en prenant tel médicament, et quel avantage je vais avoir en le prenant, ou l'inverse d'ailleurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a au moins 30% des femmes qui traversent la ménopause sans s'en apercevoir, donc il n'y a pas de fatalité.
Deuxièmement, vous l'avez dit... Est-ce qu'on sait par rapport à des femmes qui justement n'avaient pas de problème de cycle menstruel, est-ce qu'elles passent mieux la ménopause? On ne sait pas. Non, il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas de... Et puis, on verra bien. Si vous avez des bouffées de chaleur, on a tous les moyens pour vous aider. Et puis, pour l'ostéoporose, on peut faire un examen qui s'appelle une ostéodensitométrie qu'on fait à la cinquantaine, qui permet de savoir si on a des os fragiles ou pas. Et c'est clair que si on a des os fragiles, on a plus tendance à vouloir être traité. Mais si on a un bon os et qu'on est bien sportif, en fait, ce qui maintient l'os, c'est ce qu'on appelle les sports en déambulation ou l'exercice en déambulation, la marche. La natation, ça a beaucoup de vertus. Le vélo, ça a beaucoup de vertus, mais ça fait rien sur les os. Ce qui fait sur les os, c'est la marche et tout ce qui va avec, c'est-à-dire de faire travailler ses os sur son poids. Et donc, avec tout ça, on verra. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, vous allez bien. On fera ce qu'il faut pour que vous le restiez. Parce qu'on voit, notamment, alors c'est pas, il y a des bonnes choses dans les réseaux sociaux, il y en a des moins bonnes, et on voit des choses, des maladies type tendinite à répétition et des choses comme ça, qui sont pas forcément anodines et qui peuvent être liées apparemment. Alors je suis pas médecin, mais qui peuvent être liées à la ménopause. Formidable. J'adore venir ici parce que quand je vous écoute, je retrouve tout ce qu'on sait, nous les médecins. La ménopause augmente les douleurs. C'est-à-dire que les femmes deviennent douloureuses à la ménopause. Quelque chose qui était une simple tendinite devient insupportable. Et il y a même des femmes qui sont obligées d'aller voir des rhumatologues où on fait des tonnes d'examens pour voir quel rhumatisme elles ont. Elles en ont aucun. Elles ont juste une variation de la sensibilité à la douleur. La ménopause diminue la sensibilité, augmente la sensibilité à la douleur, et que quand on avait une petite gêne avant, ça devient une vraie douleur et parfois ça ressemble à des rhumatismes. Et on peut se poser la question encore une fois du rôle de l'esprit dans tout ça. Oui, mais alors, cette histoire de douleur de la ménopause, on a appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que pour les femmes qui ont eu des cancers du sein qui sont hormonodépendants, on diminue l'effet des hormones pour diminuer la prolifération du cancer du sein, et on s'est aperçu que les femmes avaient mal partout. Et donc ça, c'est il y a 15 ans, une vingtaine d'années, on a trouvé un nouveau signe de la ménopause qui maintenant prend beaucoup d'importance. C'est quand une femme vient nous voir et dire j'ai des tendinites, j'ai mal partout, il suffit de leur donner un traitement hormonal et elles ont plus mal. Ouais, parce que moi, typiquement, je suis en plein dedans. Voilà. Tendinite à répétition depuis 2 ans. Voilà, donc si ça se trouve, en fait, je commence à être ménopausée ou j'ai les débuts de la ménopause sans le savoir. Et ça, oui, remarquez, il y a 40% des femmes de 40 ans qui ont des bouffées de chaleur alors qu'elles sont encore normalement réglées, donc ça commence tôt. Les douleurs aussi, et effectivement, c'est un signe dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, mais qui a une grande importance. Si les femmes de la cinquantaine ont mal partout, il faut commencer par là, avant de se lancer dans des bilans rhumatologiques très lourds. Et donc, ça veut dire que pour le savoir, c'est les fameuses prises de sang avec les dosages hormonaux. Alors, les dosages hormonaux, ça sert à rien au moment de la ménopause, je suis désolé de le dire. D'accord. Pourquoi ? Parce que ça change du jour au lendemain. Donc, un jour, vous êtes ménopausé, le lendemain, à la prise de sang, vous ne l'êtes plus. Donc, ce qui compte, c'est votre date de naissance et puis ce que vous racontez. Et donc, il faut un médecin qui écoute plutôt qu'un médecin qui dose. D'accord. Ok, d'accord. Donc, je vais en reparler à mon médecin traitant. Oui, ou à votre gynécologue, peut-être. Oui, oui. En tout cas, oui. voilà. Et puis peut-être qu'en effet, ce serait peut-être le moment de commencer un traitement hormonal. Non, parce qu'on ne peut pas commencer un traitement tant qu'on est encore réglé. D'accord. Donc là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la période de transition, où on a déjà les ennuis sans pouvoir avoir le traitement. Bon, bon courage, Karen. Ok, d'accord. Je vous rappelle dans 2 ans, c'est ça? Non, mais soyez positive. Je crois que c'est vraiment le seul message qu'on peut transmettre. Et puis c'est du cas par cas. Moi, je crois qu'il faut arrêter de penser que la médecine est la même pour tout le monde. C'est du cas par cas. Et c'est pour ça que c'est important de dialoguer, de trouver, de pouvoir parler avec son médecin, sa gynéco ou son gynéco. Merci, Karen. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Passez une bonne journée.
journée. On va continuer bien sûr à répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. Nous abordons la question de la ménopause et on voit bien que c'est vraiment important d'en parler et peut-être on va trouver un autre mot que ménopause, un mot le second printemps. Vous êtes d'accord? C'est mieux quand même. C'est plus joli, mais... Mais surtout, ce que je retiens une fois de plus, c'est que la médecine, c'est l'écoute. Et ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais l'humain, c'est l'écoute. Bien sûr. Et c'est les mots. Et donc, si on écoutait correctement les gens, on économiserait les 3/4 des dosages hormonaux. Bonjour Léa. Bonjour Sylvie, bonjour Christian. Alors Léa, oui, on vous entend et on vous écoute. Allez-y. Alors, moi j'ai un âge qui... j'ai dépassé 40 ans, je vais aller sur mes 46 ans. Et il s'avère que depuis quelque temps, j'ai des signes de préménopause, voire de ménopause, sur le fait que j'ai les règles ou les cycles qui ne sont pas réguliers. Donc il peut y avoir une absence de cycle ou une absence d'écoulement de sang ou de perte, et accompagné d'une espèce de tension, où je sens que le corps est bousculé. Voilà, donc j'ai vu mon médecin et j'ai essayé de voir un petit peu comment je pouvais faire au niveau hormonal, parce que je sentais une certaine tension et une forme d'agressivité, mais qui n'était pas liée à l'extérieur. Voilà. Et j'essaye d'accompagner ça du mieux possible, de l'accepter. Et j'avais une question par rapport à ça sur la gynécologie et l'endocrinologie. Comment, une fois cette préménopause et ménopause qui va s'installer, comment réguler ces phénomènes pour que, d'un point de vue gynécologique et hormonal, on soit le moins chamboulé possible. Voilà. Excellente question. Quand on dit excellent, c'est qu'on ne sait pas répondre. Mais si, Christian Jamin, vous avez toujours des réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier signe de la ménopause, c'est le raccourcissement du cycle. Et ça peut apparaître à 30 ans. Donc, là encore, il faut bien écouter les femmes. Quand elles vous disent « Ah ben j'avais mes règles tous les 28 jours, elles sont passées à tous les 26 », ça met la puce à l'oreille. Et en particulier chez une femme jeune, ça peut être un signe qu'il faut plus tarder à faire ses enfants. Donc, premier signe, raccourcissement du cycle. Puis, quand on avance en âge, eh bien, c'est ce que vous avez dit, c'est les alternances de cycles courts et de cycles longs. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que dans votre ovaire, il y a ce qu'on appelle des follicules et qui n'ont pas tous le même âge. Et donc, il y en a de temps en temps, chaque cycle, on recrute un follicule. On a un follicule jeune. On a un cycle normal, on a un follicule vieillissant, eh bien, on a un cycle qui se raccourcit, ou on a un follicule qui ne mature pas du tout, et on n'a pas de règles. Donc, on explique toutes ces fluctuations dont vous venez de parler par l'hétérogénéité du vieillissement des follicules à l'intérieur des ovaires. Et je vous rappelle que quand une femme est ménopausée, il lui reste encore à peu près 1000 follicules dans les ovaires, donc il en reste, mais ils sont un peu brinque-ballant. Voilà. Alors comment on peut traiter? C'est très compliqué. Pourquoi? Bien parce que, comme je viens de vous le dire, c'est la qualité du follicule qui va déterminer le cycle d'après. Et donc, il faudrait, si on veut, et c'est ce qu'on faisait avant, si on veut traiter cette période, il faut arrêter l'ovaire pour pouvoir le remplacer. Et les traitements qui permettaient d'arrêter l'ovaire, c'est ce qu'on appelle les progestatifs. Et on a eu des mésaventures avec certains progestatifs et on ne les utilise plus. Et donc, actuellement, on a beaucoup de mal à traiter la période dont vous parlez, c'est-à-dire cette période d'alternance, de phase de transition. D'accord. Donc, il faut faire avec, quoi. Il faut l'accepter. Je reviens sur ce terme. Il faut accepter. Alors, c'est une période de transition. La médecine est toujours pleine d'espoir. C'est-à-dire que nous avons maintenant en préparation des nouveaux médicaments qui vont permettre de freiner l'ovaire pour pouvoir le remplacer sans être des progestatifs. Et donc, attendons encore 4-5 ans et on aura la réponse.
Je vais peut-être Alors ne pouvoir en vieillissez profiter pas en attendant. Tenez bon. alors. Et ceci peut expliquer aussi ce pic de cortisol ou qu'il peut y avoir une incidence sur la TSH sans qu'on ait des problèmes de T3, T4, etc. Est-ce que ça peut expliquer ces fluctuations qui peuvent agir sur le reste des hormones, en fait? Alors ça, c'est non. Alors la réponse, tout ce qui touche à la thyroïde, Brigitte, ce sera une autre émission, si vous voulez, parce que Oui, bien sûr. c'est aussi lié à l'âge, mais c'est pas du tout les mêmes hormones et c'est pas la même chose. Quant au cortisol, il y a on dit beaucoup qu'il y a des fluctuations du cortisol à cette période. J'ai lu quelques articles. Je suis pas totalement convaincu. La ménopause, ça reste un problème d'ovaire et il y a d'autres choses qui arrivent, mais qui sont plutôt liées à l'âge. D'accord. Bon, et puis de toute façon, qu'on ait des humeurs changeantes, nous les femmes, c'est bien connu. Oui, mais ce que je vous ai dit, ce qu'on appelle le recrutement folliculaire, c'est très important, parce que vous pouvez avoir pas d'hormones dépressifs avec des bouffées de chaleur, et le cycle d'après, avec les seins qui doublent de volume et d'être très, très énervé. Et donc ça, c'est vrai, ça c'est lié à la fluctuation de la qualité des follicules qui sont recrutés chaque mois. Oui, mais c'est intéressant parce que ça montre bien que nous, les femmes, on est quand même plus sujettes à des changements d'humeur de par notre fonctionnement cyclique, biologique. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est une chose que toutes les femmes connaissent et que beaucoup d'hommes ont remarqué. Oui, mais par exemple, en Inde, les femmes ne peuvent pas être juges d'instruction. C'est interdit. Elles sont interdites de jugement parce que on dit que l'humeur femme varie, donc leur humeur varie et les punitions varieraient en fonction de leur date du cycle. Donc on a résolu le problème en faisant qu'elles n'avaient plus le droit de juger. Voilà. Oui, bon, espérons qu'on n'en vienne pas là en France quand même. Ça serait un recul un petit peu inquiétant. Parce que c'est vrai que, je le rappelle, je crois que c'est l'Inde qui a le plus de féminicides. C'est vraiment un pays... Oui. C'est fou d'ailleurs d'imaginer comment l'Inde en est arrivée là. Je crois qu'il y a un viol tous les jours dans les autobus. Oui. Enfin, la position de la femme en Inde, c'est effrayant. Presque pire que dans d'autres pays musulmans. Exact. C'est assez terrible. Donc, Léa, restons en France voilà. et acceptons nos changements d'humeur. Je vais accepter ce changement pas à pas. Et c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, c'est qu'il faut juste le remarquer et peut-être que peut-être qu'il faut à ce moment-là, si on sent que c'est un jour où on est un petit peu moins bien, peut-être pas prendre de décision. Enfin, c'est aussi s'accepter et apprendre à se connaître, tout simplement. Oui, en effet. Et l'humeur des femmes varie aussi dans leur position par rapport au cycle. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui s'appelle la dysphorie prémenstruelle, ça veut dire trouble de l'humeur avant les règles, qui est liée à des anomalies du métabolisme de la progestérone après l'ovulation. Donc la femme varie avec l'âge, mais aussi la femme varie en fonction de critères très particuliers qui sont qu'elle supporte ou pas leur propre progestérone. Ah là là, ça vous laisse pantois. Bon, écoutez Léa, adaptez-vous, patientez, et puis tout va bien. Moi, j'écoute ce que vous me disiez juste à l'instant, et en fait, quand je sens que ça va pas ou que ça a l'air pas traque, je ne prends pas de décision à ces moments-là. Exact. Bravo. Voilà, bravo. Bravo. Ça me paraît plus cohérent. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup. Allez, dans le Love Conseil, je vais vous parler de votre désir, comment accéder mieux à son désir, et puis on va tester un jouet également, et puis bien sûr on va continuer à répondre à toutes vos questions. Vous êtes nombreuses à appeler, mais c'est normal parce qu'on parle finalement assez peu bien, je trouve, de la ménopause. Heureusement que vous êtes avec nous, Christian Jamin. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors le désir, voilà. Bon, écoutez, en fait, Christian Jamin, j'ai trouvé 4 points importants qu'il faut mettre en place pour retrouver le désir. Donc vous intervenez évidemment à chaque moment. D'abord, il faut savoir mieux reconnaître son excitation sexuelle, parce que il y a beaucoup de femmes qui sont pas capables de sentir quand elles sont vaguement un petit peu excitées. Voilà, moi quand je vous vois, je suis un petit peu excitée.
J'en suis consciente. Non mais c'est vrai, il y a les femmes ont tendance. Vous avez un petit début d'érection, vous avez tout de suite un signal. On a une alerte. Vous avez une alerte. Une alerte dans le pantalon. N'est-ce pas? Tandis que nous, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est vraiment important de bien prendre conscience de ça et d'être un peu plus en relation. Alors. Il n'y a pas grand-chose chez nous qui nous permet de le savoir, parce qu'on ne va pas aller mettre le doigt dans la culotte pour savoir si on a mouillé. Mais au moins sentir qu'on est un petit peu contente, un peu excitée, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir être dans la sensualité, dans le plaisir, sans complexe et sans culpabilité. Et c'est vrai que les complexes des femmes sont un vrai un handicap au désir. On en a parlé. On en a parlé déjà tout à l'heure. Pour se faire aimer, il faut commencer par s'aimer soi-même, sinon ça marche pas. Exactement, il ne faut pas avoir de complexe, il ne faut pas avoir de culpabilité. Si on se masturbe, c'est plutôt bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien, je ne cesse de le répéter. Ensuite, il faut savoir apprécier le plaisir, même si on ne va pas jusqu'à la jouissance. Le plaisir, c'est un encouragement au désir. Il ne faut pas... parce qu'on n'a pas joui, justement, parce que je sais que chez la femme, c'est pas systématique lors d'un rapport, mais si au moins il y a du plaisir, il y a eu un moment agréable, il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur, et ça, c'est vraiment important également. Complètement, là, rien à ajouter. Et puis, il faut donner un côté positif à la sexualité, il faut comprendre que c'est important et intéressant pour soi, et pour le couple, c'est quelque chose de positif, la sexualité, et ça, je crois que c'est pareil, il faudrait le répéter sans cesse. On entend encore qu'on n'est pas obligé, c'est pas un besoin, c'est pas... Certes, mais c'est positif. Faire l'amour, c'est quelque chose de positif. Oui, faire l'amour ou être tout simplement ouvert au désir de le faire. Ça veut dire que les rapports avec les autres sont fortement améliorés par ce qu'on ressent. Et quand on dit que ça ne vous arrivera pas, effectivement, ça ne vous arrive pas. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment les 4 points qui vous permettront d'être plus dans le désir. Et puis, vous avez bien compris, le désir, ça dépend bien plus de vous que de votre partenaire. Donc, attelez-vous à ça. Bah oui, tout est dit. Et oui. Et puis, oui, la masturbation, pourquoi pas, n'est-ce pas, Émilie? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Vous avez reçu ce vibromasseur multifonction G-Spot Flex 3 violet de la marque Satisfyer et que l'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors il est assez différent de beaucoup de jouets qu'on voit. C'est une sorte de petite excroissance un peu plus ronde à l'extrémité. Voilà. Oui, moi je dis que ça ressemble à une spatule, un petit peu une cuillère, ça me fait penser à ça. On pourrait dire ça, oui, c'est assez curieux comme forme. Je suppose que c'est parce qu'il est spécial pour aller stimuler le point G, comme beaucoup maintenant. Bon. Oui, alors moi si je pars depuis le début, même si c'est pas hyper important, mais quand même, moi j'ai beaucoup aimé déjà l'emballage. Alors on en parle peu souvent, mais j'avais l'impression de déballer un cadeau, donc c'est chouette. Mais c'était un cadeau que vous a fait Sud Radio et la marque ruedesplaisirs.com. Oui, c'est un cadeau, puisque vous allez pouvoir le garder. Oui, j'espère bien. Et après, effectivement, il n'a pas une forme standard, mais moi, c'est ce qui m'a donné envie quand on me l'a proposé, de tester quelque chose d'un peu différent. Et moi, je le trouve très joli, en fait. C'est un peu un look un peu design, quoi. Oui, c'est vrai que c'est joli, Christian. Oui, très, très sympa comme forme, ouais. Donc voilà, il a une texture, comme ça se fait souvent, mais qui est très douce au toucher, donc c'est agréable. Et voilà, il y a une prise en main facile du coup avec cette forme-là. C'est facile à tenir plus que d'autres objets plus gros. Il n'est pas très très gros, mais moi j'aime bien cette taille. Et d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, je trouve qu'il a certainement une capacité à pénétrer le vagin assez facilement puisqu'il n'est pas trop imposant. Et ça peut être un bon moyen de s'entretenir justement, notamment si on est seul, par exemple. Oui, justement, oui, quand je ne sais plus le prénom de la personne qui disait ça et vous le disiez d'utiliser des jouets, je pensais à celui-là en me disant oui, justement, celui-là, il est pas trop gros. Exactement, il serait tout à fait adapté. Je ne sais plus, c'était Sylvie, je crois. Oui. Donc celui-là, il est à la fois donc pour la pénétration et pour la stimulation clitoridienne.
Il passe partout. Surtout pour le mode vibration. Hein. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi. Moi, j'aime bien quand ça vibre. Et il a 12 programmes différents, donc il y en a pas mal quand même. Il est hyper flexible. C'est ce qui a marqué dessus. On avait un peu peur au début, quand on l'a utilisé. On dit je vais le casser, mais non, on peut vraiment le tourner. Oui. Et puis d'ailleurs, il se plie bien, regardez. Il se plie bien, il se coude et tout. Et ce qui est pas mal non plus, je trouve, c'est que la première vibration, elle est assez douce. Elle est pas parce que souvent les nouveaux, ils sont un peu. La première vibration est très forte, tandis que là, écoutez, ça va. Hein, Alors moi perso, j'aurais bien aimé qu'elle soit encore plus douce. J'aime bien quand il y a des choses très lentes, du moins. Bien sûr. Parce que quand c'est en pénétration, alors là, effectivement, on peut même aller sur des modes beaucoup plus forts. Mais en stimulation clitorienne, moi, je trouve que j'aurais bien aimé, en fait, qu'on puisse en tout cas régler la force ou la puissance de l'intensité. Et ça, on ne peut pas, en fait, régler. Le plus-moins, c'est pour les programmes. C'est pour les programmes. Monter et descendre dans les programmes, mais il n'y a pas de variateur, on va dire, d'intensité. D'accord, voilà, ça on pourrait le critiquer ça. Mais bon, sinon il est quand même plutôt sympa ce G-Spot Flex violet. Quelle note vous lui donnez finalement alors, Émilie ? Alors moi je lui donnerais un 7 sur 10. Je l'aime bien, je le trouve sympa. Mon partenaire a bien aimé aussi. Voilà, il utilisait à 2 et il nous plaît tous les deux, donc voilà, on l'aime bien. Il fait bien son travail. Eh bien, 7 sur 10, ce vibromasseur G-Spot Flex 3, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne rudesplaisirs.com et c'est de la marque Satisfyer. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. On continue avec Chloé qui vient de nous appeler, qui, je pense, réagit à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les douleurs au moment de la ménopause. Bonjour, Chloé. Oui, bonjour docteur, bonjour Brigitte. Oui, ça m'a un petit peu interpellée. Le témoignage par rapport aux douleurs et votre réponse. Donc moi j'ai 59 ans exactement. J'ai toujours été très très sportive, même trop, puisque maintenant je ne peux plus faire de sport parce que j'ai abusé. Donc je me suis mis à la marche. Et les douleurs... c'est un sport la marche, hein, Chloé. Oui, mais vu le sport que je faisais, pour moi c'est assez frustrant, mais bon. Vous faisiez quoi comme sport ? Un sport comme tout ce qui a pu exister, je l'ai fait et à outrance. D'accord, vous aimiez les sports un peu forts, un peu. Oui, d'accord. Oui. Il fallait que je me dépasse. Donc, je me suis dépassée et mon corps en paie les conséquences aujourd'hui. Donc, je suis ménopausée depuis. Je viens de réaliser depuis plus de 10 ans. En donnant mon âge, j'ai réalisé. J'ai un traitement hormonal depuis quelques années, ça doit faire 5 ans. Et malgré ça, les douleurs, j'ai des douleurs dans mon corps, je crois que j'ai 80 ans. D'ailleurs, je dis toujours ça. J'ai 80 ans dans mon corps au niveau des douleurs. Le traitement, j'ai eu un petit peu de mal à l'adapter avec ma gynéco. Maintenant, ça va au niveau des bouffées de chaleur, mais au niveau de la douleur, il n'y a aucune amélioration. Et s'il y en a, je m'en rends pas compte parce que je me dis que si je prenais pas le traitement, je ne marcherais plus aujourd'hui. Tellement les douleurs sont horribles. Donc le traitement hormonal finalement ne diminue pas toujours les douleurs. Vous venez de dire 2 choses contradictoires, si je puis me dire. Vous avez dit si j'arrête, je peux plus marcher. Si j'ai bien compris, vous continuez à marcher, donc ça vous apporte quelque chose. Oui, mais pas suffisamment. J'ai entendu ça aussi. Alors attendez, le traitement hormonal de la ménopause a souffert beaucoup d'un surmarketing, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une quinzaine d'années ou un peu plus, on disait que on n'allait plus vieillir, que tout allait être merveilleux grâce aux hormones. Ça n'est pas du tout le cas. Et vous nous avez expliqué que vous aviez abusé de votre corps et que vous aviez des douleurs qui étaient la conséquence de votre surexercice. Donc, oui, on n'améliore pas tout avec les hormones. On améliore la perception de la douleur, mais quand la douleur est très forte, elle persiste. Ça, il n'y a pas de doute que ça n'est pas un traitement de la douleur. C'est un traitement de l'augmentation de la douleur liée à la diminution des hormones. Oui. Donc, mais c'est vrai que... C'est-à-dire qu'on peut imaginer, d'après ce que dit Christian Jamin, Chloé, on peut imaginer que si vous ne preniez plus ce traitement, vous auriez encore plus mal.
Je sais pas, mais je me dis, si je prenais pas ce traitement, c'est là que je disais peut-être que je marcherais plus. Parce que. Bah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Après, il faut voir quelles sont exactement vos douleurs, si elles sont dues en effet à des sports intensifs, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme traitement pour aménager ces douleurs. Enfin, là, je crois qu'il y a aujourd'hui aussi des médecins qui sont un peu spécialisés dans les douleurs, justement. Alors, les rhumatologues, hormones, par exemple. Les hormones ne modifient pas la douleur, ils en modifient la perception. C'est ça absolument. qu'il faut bien comprendre. Oui, c'est pas un antidouleur. C'est pas un antidouleur, c'est-à-dire que quand vous avez des douleurs, eh bien, vous les percevez moins. C'est tout ce qu'on peut dire des hormones. Oui, d'accord. Oui. En fait, ça, j'ai appris pour les douleurs il y a une année à peu près. C'est lorsqu'on a fait le bilan avec ma gynéco qui me dit je comprends pas parce que les douleurs, normalement, il devrait y en avoir quand même beaucoup moins. Et donc, on s'oriente vers une polyarthrite à sérologie négative, apparemment. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore trop, je suis en train de faire des examens, mais c'est vrai que moi, dans ma perception, je ne savais pas que le traitement hormonal pouvait changer la perception des douleurs. Mais moi non plus, je viens de l'apprendre aujourd'hui grâce à Christian Jamin. Mais Chloé, il y a aussi des choses qui aujourd'hui ont fait leurs preuves. C'est notamment dans les hôpitaux où il y a des douleurs vraiment très fortes, etc. On sait que la respiration, des tas de choses comme ça sont capable de permettre au patient de mieux gérer sa douleur. Encore une fois, c'est pas non plus, c'est pas magique. Il y a rien de magique de toute façon. Mais ça vaut peut-être le coup aussi d'avancer dans cette piste-là. Si vous avez été une grande sportive, vous êtes forcément quelqu'un qui est en bonne relation avec son corps, qui aujourd'hui peut-être le rejette un peu son corps parce que justement il lui fait mal. Donc peut-être qu'il faut réapprendre à l'aimer, votre corps, et puis l'aider à vivre dans ce qu'il a de douloureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout ce qui est... En fait, c'est mon domaine professionnel, la respiration, tout ça. Donc tout ça, je le gère, oui, sans aucun souci. Mais c'est vrai que, voilà, au niveau de la douleur, moi, ça n'a pas beaucoup... ça m'a pas aidé, quoi, je pense. Enfin, j'en sais rien, mais je savais pas que ça pouvait intervenir au niveau de la douleur, de la perception de la douleur. Je le sais que depuis très peu, et le docteur l'a confirmé tout à l'heure lorsque j'écoutais. Merci de confirmer ce que nous a dit Christian Jamin. Voilà, comme ça au moins on est sûr. On le réinvitera. Oui, tout à fait. Vos émissions sont excellentes. Donc, vraiment, que des bons conseils. Merci beaucoup, Chloé. Merci d'être intervenue, en tout cas, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant, toujours avec Christian Jamin, bien sûr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, nous ne parlons pas de la ménopause, nous parlons du second printemps. Et nous avons Régine maintenant qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Régine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Donc moi j'avais un témoignage qui est un petit peu difficile parce que j'ai une ménopause très difficile. J'ai maintenant presque 65 ans. Et en fait j'ai eu la ménopause autour de 50 ans. Et ça s'est mal passé parce que j'ai eu en gros tout ce qu'on peut avoir, je l'ai eu. C'est-à-dire aussi bien les sécheresses, les douleurs, les bouffées de chaleur, les sueurs, mais tout extrêmement exacerbé. Et pendant plusieurs années, pendant 2 ans, moi j'étais pas en France, donc j'étais en Italie et en Allemagne. Et les traitements qu'on avait là-bas n'étaient pas du tout les mêmes. Donc je rebondis un petit peu sur ce que disait Christian au tout début d'émission, où il disait qu'effectivement il y avait des traitements différents dans les pays. Oui. Voilà. Et donc, par rapport à ça, j'aurais une question justement. Pourquoi, au niveau des gynécologues, il n'y a pas de
comment dire, il y a pas de règles européennes par rapport à tout pas ça. Pas forcément une règle européenne, mais enfin, ils doivent bien être au courant. Il y a des séminaires en permanence, des colloques, des revues scientifiques. Ils doivent bien être au courant tous de ce qu'on fait ailleurs. Et pourquoi, quand ils ont des personnes qui réagissent pas au traitement qu'ils proposent, ils ne proposent pas quelque chose qui viendrait d'ailleurs? Moi, c'est un petit Je précise que Christian Jamin organise d'ailleurs un colloque Genesis de gynécologie. Voilà, donc il essaye de transmettre au maximum les bonnes informations. On va lui monter une statue. Oui, parce que vraiment, c'est le traitement français qui m'a sauvée, je dois le dire, parce que oui, tout à fait. J'étais vraiment dans un état lamentable et franchement proche du suicide. Donc c'était infernal. Je n'avais plus aucune vie, ni personnelle, intime, j'en parle même pas. Donc j'ai perdu mon compagnon, pas parce qu'il m'a quitté, c'est moi qui je supportais plus comme tout. Je me supportais plus moi. Donc c'était vraiment. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Mais moi, ce que je veux pour les femmes qui pourraient être dans un cas aussi extrême que le mien, leur dire qu'il y a des traitements et qu'il ne faut pas hésiter à le prendre. Moi, je suis professeure de yoga et donc dans notre sphère, il faut que du traitement naturel, il faut que ci, que ça. Donc au départ, j'ai essayé de me débrouiller toute seule et après, donc j'y arrivais pas. Donc avec les traitements qu'on m'a proposés en Allemagne et en Italie. Et puis finalement, j'étais désespérée. Et quand j'ai enfin rencontré un gynécologue français qui m'a dit, mais je vais vous mettre là-dessous, vous allez voir, ça va aller mieux. 2 mois après, mais je revivais, quoi. Donc il faut absolument que les femmes, si elles souffrent, il ne faut pas qu'elles souffrent. Pour moi, c'est encore un traumatisme quand j'en parle. Après presque 15 ans, c'est encore un énorme traumatisme. Merci de témoigner, Régine, d'autant plus que comme vous êtes professeur de yoga, en effet, c'est quelque chose, on peut imaginer qu'a priori vous avez essayé ce qui est naturel. Et oui, mais bon, aujourd'hui quand même, la médecine a fait d'énormes progrès et c'est peut-être bien de le rappeler. Christian Jamin voulait réagir, j'imagine, à ce que vous dit Régine. Mais là, on va redescendre sur Terre, si je puis dire. Parce que la question qui vient d'être posée est une question très compliquée. Pourquoi est-ce que les recherches et les traitements sont différents d'un pays à l'autre? Alors, bon, allez, je me lance. C'est parce que la recherche... Parlez vrai. La recherche, oui, je vais parler vrai, là. La recherche, c'est très cher. Et donc, il faut quelqu'un pour la payer. Et pour la payer, il faut qu'il y ait des gens qui payent, et souvent c'est l'industrie pharmaceutique, et l'industrie pharmaceutique n'investira que quand elle a des produits qui sont brevetés. Non, qui sont brevetés, parce que sinon vous faites de la recherche, vous payez très cher, et tout le monde peut bénéficier de vos découvertes, parce que... Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est naturel, il faudra revenir sur le mot naturel, ce qui est naturel, c'est-à-dire qui est identique à ce que fait la nature, c'est ça que ça veut dire naturel, ça ne veut pas dire que ça vient de la nature, c'est identique que ce qui fait la nature, ne peut pas être breveté parce que le vivant ne peut pas être breveté. Donc ça veut dire que les études de très haut niveau qui demandent beaucoup d'argent ne sont jamais faites avec des produits naturels. Et donc c'est toujours fait avec des produits artificiels que l'on peut protéger par des brevets. Et donc c'est pour ça que nous sommes les seuls quasiment au monde depuis 50 ans à nous battre pour qu'on soit le plus proche possible de ce que faisait la nature, alors que les autres pays qui font des études formidables le font avec des produits qui eux, peuvent être protégés. Brevetés, donc, et donc, moins proches, forcément pas proches de la nature. Je suis désolé de terminer plus ou moins cette émission avec des histoires de gros sous, mais il y a quand même un espoir, c'est que maintenant, on peut breveter, alors aux États-Unis c'est sûr, en Europe j'en suis pas complètement sûr, on me l'a dit mais j'ai pas vérifié, on peut breveter ce qu'on appelle une indication, c'est-à-dire que avant c'était la molécule qu'on brevetait, maintenant c'est la façon dont on traite une maladie que l'on peut breveter. Et là, si vraiment ça se développe, on pourra breveter l'utilisation de produits non brevetables, mais avec une protection. Et donc ça, alors, il faut vérifier où on en est. Et en tout cas, j'appelle de mes voeux que l'Europe soit capable d'adopter
adopter ce genre de choses parce que ça permettra d'avoir des certitudes sur ce qui est naturel par rapport à ce qui est artificiel. Ce qui voudrait dire donc, si je vous ai bien compris, Christian Jamin, c'est que les traitements hormonaux français sont donc à base de produits naturels, c'est-à-dire proches de ce que fait la nature, mais ne peuvent pas être brevetés. C'est exactement ça. Et donc, on ne peut pas les vendre c'est-à-dire qu'on va pas dépenser des millions, on va pas dépenser des millions d'euros ou des millions de dollars pour que n'importe qui puisse le copier, puisqu'il n'y a pas de protection. Et donc ça, c'est une loi qui a ses mérites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier la nature. Mais si on ne peut pas s'approprier la nature, ça veut dire que c'est difficile de l'étudier et encore impossible de protéger ses travaux. Comme le dit Régine, ça n'empêcherait pas un gynéco allemand ou italien de se dire tiens, ce qu'on fait en France, ça a l'air d'être bien. Mais il faut quand même dire qu'il y a une grande étude finlandaise qui vient de sortir sur les pilules avec des hormones naturelles. Il y a une grande étude anglaise qui vient de sortir avec les traitements de la ménopause, avec des traitements franchouillards, si je puis dire. Donc ça veut dire que ça avance doucement, mais qu'il n'y a pas l'argent derrière pour pousser. D'accord. On peut faire cocorico alors ? Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir participé à tout ça. Oui, puisque vous avez participé à une pilule à base de produits naturels, qui vous a valu quelques ennuis il y a un certain temps, mais heureusement, aujourd'hui, on reconnaît que c'est une pilule formidable. Voilà, c'était... Merci. De temps en temps, c'est bien de le dire quand même. Régine, vous êtes toujours avec nous, vous pouvez réagir si vous voulez. Oui. Non, mais c'est bien. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais... au moment de... Pourquoi je prenais... Au départ, j'ai voulu éviter tout traitement hormonal, c'est parce que justement, ça avait une mauvaise presse. Donc depuis, Christian a expliqué et que depuis ça a changé. Mais on nous disait il y a des risques de cancer, c'est les traitements hormonaux, faut faire attention, etc. Et c'est vrai que ça avait une mauvaise presse. Mais c'était des produits américains qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on utilise. Voilà. Et moi j'étais restée sur cette idée. Comme beaucoup de femmes, bien sûr. Et je pense à l'étranger, ils nous disaient la même chose. Et quand je suis arrivée en France, mon gynécologue m'a dit oui, mais il faut croire qu'il n'y a que aux huiles essentielles et tout ça qui marche. Mais ce que je vous donne, c'est du naturel. Alors c'est vrai. Oui, j'ai lu les compositions et j'ai compris aussi, tout à fait. Alors les États-Unis sont en train de nous copier, en tout cas la Californie, parce qu'ils ont repris un nouveau concept. Parce que ils ont le génie du marketing, il faut quand même le dire. Nous, on appelle ça des produits naturels. Eux, ils appellent ça des produits bio-identiques. Donc, ça veut dire pareil. Donc, ça veut dire que la Californie est en train de nous rejoindre. Donc, c'est quand même une grande fierté. N'est-ce pas ? Tout à fait. Mais vraiment, vraiment aux femmes, je leur dis, ne laissez pas ces choses-là s'installer. Ne vous laissez pas traumatiser par votre ménopause. Si vous sentez que vous avez vraiment des gros troubles, il ne faut pas hésiter. Nos traitements sont géniaux et vraiment, ils font du bien. Moi, je suis toujours sur traitement. Si je l'arrête pendant 3-4 jours, je sens que ça revient. Donc, c'est bien qu'on termine par ce message positif. Régine, merci beaucoup parce que beaucoup de femmes peut-être sont en train de nous écouter, n'ont pas voulu prendre de traitement, souffrent. Et bien là, c'est quand même un appel d'air qu'on offre à toutes les femmes pour que cette ménopause se passe bien. Et puis, le mot de la fin, Christian Jamin ? Non, le mot de la fin, c'est que effectivement, la France, puisque Cocorico a été en pointe dans ce domaine comme dans d'autres, que on ne sait pas vendre ce qu'on sait faire. Et que souvent on a les idées et c'est les autres qui les prouvent. Et donc, il faudrait que la France change un peu d'approche et ne pas considérer que l'argent est sale. Il est propre quand il va dans la bonne direction. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Christian Jamin, en tout cas. Merci d'être venu nous parler de ce sujet qui concerne pratiquement à un moment ou un autre toutes les femmes. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Demain, on sera avec Philippe Arlin et on va évoquer les rapports bucco-génitaux. Tout le monde sait ce que ça veut dire, évidemment, et donc, on en dira plus, vous en saurez plus également.